Je vais repartager euh, mon écran. Pardon pour l'interruption. Voilà, comme je le disais, je vais parler. Vous voyez toujours le PowerPoint, hein? Parfait, ok. Oui, oui, c'est bon. Mais on voit pas la diffusion du PowerPoint. Ouais, c'est comme ça, c'est mieux. Donc, je vais parler des expériences de mort imminente, qui est un sujet que j'ai beaucoup travaillé dans plusieurs ouvrages et dans lequel on va pouvoir faire des liens avec la religion. Et effectivement, je disais, il y a deux approches, hein, je ne l'ai pas défini encore ce qu'est l'expérience de mort imminente, mais il y a deux approches, une qui est neuroscientifique et plutôt réductionniste, qui va attribuer l'expérience de mort imminente à un comportement anarchique du cerveau au moment de la mort, une réaction de défense qui va troubler les perceptions, la pensée, créer des hallucinations. Et le modèle que je développe plus, mais qui était déjà euh, présent depuis près d'un siècle, c'est un modèle de réaction à une menace mortelle, qui veut dire que l'expérience de mort imminente survient quand la personne croit faire face à un danger qui menace son existence, que ce danger soit réel ou pas, qu'il soit concomitant d'un trouble organique ou pas, et donc qui est difficilement attribuable simplement au cerveau en déliquescence, en déclin, mais plutôt un cerveau bien bien actif, bien vivant, et qui tente le tout pour se sortir de la panade. Ces deux modèles, on pourrait se rapprocher, ne sont pas incompatibles en soi, mais c'est vrai il y a un discours scientifique très réductionniste qui essaye d'évacuer l'étrangeté des expériences de mort imminente avec des interprétations neurologiques, hallucinatoire. Et effectivement, on pourrait rajouter un autre modèle qui est l'expérience de mort imminente nous dit vraiment quelque chose de ce qui se passe au moment de la mort et même dans l'après. Dans l'idée que on va aller chercher quelque chose de l'entrée dans l'après-vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très moteur de l'intérêt du public et d'un certain nombre de scientifiques pour ce sujet. Et on voit que, du coup, au niveau des chercheurs qui bossent là-dessus, il y a vraiment différentes écoles, différentes écoles qui sont même en conflit sur leur visée scientifique, leur méthode, le type de personnes auxquelles ils s'adressent, et donc même au niveau de la définition du sujet. C'est-à-dire que là, je cite un article de 2022 dans les, les proceedings de l'Académie des sciences de New York, Samuel Parnia, Sam Parnia et un certain nombre d'autres co-auteurs. Donc Sam Parnia, c'est un chercheur de premier plan, médecin, qui bosse sur ces sujets, mais qui a une optique quand même très orientée survie après la mort. Et son idée, c'était de redéfinir les expériences de mort imminente en souvenir d'expériences de la mort. Et il disait, on ne s'intéresse qu'aux expériences dont on a pu déterminer médicalement que la personne était dans un grave état de détresse physiologique. Et donc, une crise cardiaque, une réanimation, une anesthésie générale ou d'autres troubles très graves. Et il faudrait pour lui, selon lui, distinguer ces expériences-là d'expériences qui surviendraient dans des conditions où la personne croit qu'elle est en danger, mais ce n'est pas vraiment le cas, ou alors c'est des troubles beaucoup plus légers. Elle faisait une chute, elle avait l'impression de vivre un accident, ou alors même certaines de ces expériences sont relatées quand la personne a un orgasme, euh, a pris quelques drogues hallucinogènes, ou a pu aussi, je sais pas, faire du jogging et puis ça lui est arrivé comme ça, ou de la méditation et ça lui arrive de décrocher, de sortir de son corps. Donc pour lui, l'essentiel, c'est de redécouper ce champ en allant chercher vraiment la question de la mort biologique. Euh, voilà, tout le reste pour lui, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment le mettre de côté. Et donc ça pose un gros problème parce que à cet article-là, qui se présentait comme une sorte de consensus de chercheurs et donnant des recommandations pour les recherches, ont répondu deux autres équipes de chercheurs, dont la mienne, pour dire, bah non, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça, quoi. Et ça veut dire que finalement, après 50 ans de recherche systématique sur les expériences de mort imminente, il n'y a toujours pas de consensus sur la définition même de ces expériences.
Du coup, je vais quand même présenter un petit peu les aspects de l'hypothèse du cerveau mourant, puisqu'il y a des recherches récentes qui sont super intéressantes et certaines sont d'ailleurs conduites en France. Déjà, il faut comprendre que ça fait seulement depuis très récemment qu'on a des mesures précises de ce qui se passe au moment de la mort dans le cerveau, puisque ça demande souvent des mesures avec des électrodes invasives qui sont placées directement dans le crâne et non pas à la surface. Et donc, ça demande d'avoir des autorisations du patient, mais plutôt de la famille en général, pour installer ces électrodes qui font des dégâts. Euh, et depuis du coup seulement 2018, une équipe allemande va montrer qu'il y a effectivement une anarchie des ondes cérébrales, et puis en plus après ça devient plat, mais au bout de quelques minutes, on voit émerger une onde qu'ils ont baptisée onde de la mort, mais techniquement elle s'appelle plutôt l'onde de dépolarisation étalée terminale. Et donc c'est une onde en fait qui a un développement très long. Ça va être sur 5 à 10 minutes et qui va gagner progressivement toutes les zones du cerveau et qui va se déclencher près de 2 minutes après qu'il n'y ait plus aucune réaction cérébrale. Et en fait, cette onde, elle est repérée comme agissant sur la dépolarisation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque cellule cérébrale, chaque neurone est finalement comme une pile qui fait des échanges électrochimiques avec son environnement. Et quand cette pile n'a plus de carburant, ben, elle ne sert plus à rien, c'est vraiment une pierre. Et en fait, elle se, elle s'autodétruit et elle libère les contenus électrochimiques qu'elle avait. Et donc, notamment, elle libère le glutamate qui servait aux échanges cérébrales pour la plupart des fonctions classiques du cerveau. Et ce glutamate est neurotoxique. Et du coup, il va contaminer les autres neurones autour de lui, les autres cellules, et il va créer une sorte vraiment de choc radioactif sur tout l'environnement, mais à une vitesse relativement lente, c'est-à-dire de proche en proche, toutes les cellules vont être amenées à se dépolariser. Et donc, normalement, c'est vraiment considéré comme terminal parce que c'est sans retour, il y a une désagrégation des neurones à ce moment-là, quoi. Donc, même si on réanime la personne, si on pouvait y réanimer, on imagine que ce serait des séquelles terribles. Voilà. Donc, cette onde de la mort, quand on voit souvent dans les séries ou dans les films, on a ce bip, la flatline. Et en fait, si on a une mesure qui est effectivement très précise et invasive, on voit que derrière cette flatline, il y a encore ce petit mouvement d'extinction de la lumière, en fait, à tous les étages. On pourrait dire ça comme ça. Or, il se trouve que c'est pas vraiment la fin. Et c'est là que c'est intéressant. Des chercheurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière à Paris, dont Stéphane Charpier, un grand neurophysiologiste et neurophilosophe également, a découvert l'existence de cette onde de la mort et a dit à son équipe, mais il faut absolument qu'on étudie ça. Et cette onde de la mort était déjà connue dans les modèles animaux, mais là, du coup, elle était transposée chez l'homme. Et ils vont étudier ça chez le rat en se disant, mais si on tente quand même de les réanimer, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils vont anesthésier et donner un analgésique à des rats, et ensuite, ils vont leur mettre un masque à oxygène et ils vont couper l'oxygène. Donc, ils étouffent des rats, ils asphyxient des rats, et au bout d'un certain temps, quand ils voient émerger l'onde de la mort, parce qu'ils ont mis également des électrodes extrêmement précises, on est dans les nanocapteurs dans le cerveau du rat, et bien là, ils remettent de l'oxygène et ils réaniment le rat. 2 tiers des rats vont vraiment être réanimés. Vous voyez, on peut même voir sur ce petit schéma qu'on repère le réflexe pupillaire, etc. Euh, et donc, à ce moment-là, à leur grande surprise, ils voient émerger une autre onde qu'ils ont baptisée l'onde de la réanimation, qui ne ressemble pas en fait à cette onde de la mort, qui n'a pas le même principe, mais qui va s'accompagner d'une réactivation du cerveau qu'on pensait complètement perdu. C'est comme si on avait éteint la lumière et là, progressivement, ça se rallumait, comme s'il y avait encore des neurones qui étaient résilients et qui étaient capables de ça.
Et donc, c'est très progressif comme réanimation. Ça ne marche pas sur tous les rats, mais ils ont constaté que les rats qui présentaient cette onde de la réanimation vivaient et les rats qui ne présentaient pas cette onde ne revenaient pas. C'est pour ça qu'ils vraiment ils l'associent à la réanimation. Et leur fait étonnant, il y a plusieurs choses étonnantes qui vont être dégagées à partir de ça. Donc c'est très récent, c'est de 2020 la première étude. C'est que d'une part, il n'y a pas de séquelles. Les rats qui reviennent sont tout à fait fonctionnels, ils n'ont pas de dégâts. Deuxièmement, la phase de retour est accompagnée d'une activité cérébrale très puissante, très intense, qui est comparable à... En fait, on va parler d'ondes gamma, et les ondes gamma chez l'esprit humain, c'est quand on résout des problèmes mathématiques, quand on joue aux échecs, donc vraiment des activités qui mobilisent beaucoup de ressources. Donc il y a cet aspect-là, et du coup, l'hypothèse que va faire Stéphane Charpier, c'est qu'on est dans une phase qui pourrait réactiver, dans le retour à la conscience, en transposant ça à des êtres humains, réactiver une forme de souvenir, de montage de la conscience pour s'expliquer ce creux, ce vide. Et donc pour lui, l'expérience de mort imminente, supposément, pourrait arriver à ce moment-là. Faut m'arrêter hein, si je suis pas clair, s'il y a besoin de... Oui, revenez. Donc, cette expérience de mort imminente, elle arrive au moment où il y a l'onde de réanimation. J'ai pas bien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, la personne décroche totalement, son cerveau est en incapacité à faire quoi que ce soit normalement. Et puis, si, il y a un retour à la conscience, durant ce retour, il y a une activité cérébrale très forte qui pourrait combler les vides et ramener avec elle des perceptions très étranges. Et donc, c'est là où ça devient très étonnant. Donc, l'année dernière, il a publié, c'est un article Open Access en anglais sur les Twilight Zone. Hein. Du coup, en français, on avait traduit cette série La quatrième dimension, donc c'est vraiment très, très rigolo parce qu'on mêle un peu de fiction, mais c'est parce qu'il dit on ne sait plus ce qu'est la mort. Et c'est quand même très important hein, aujourd'hui, des neuroscientifiques de pointe qui disent on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Déjà, on sait que c'est pas on-off, que c'est un ensemble de processus séquentiels, mais il y a des aspects, on ne comprend pas comment la bifurcation se fait. Et donc, il va repérer deux zones de twilight, deux zones crépusculaires. La première, c'est dans cette cassure métabolique, dans ce moment où on va, là, c'est en anglais, mais je peux traduire, on va parler de début de l'anoxie. L'anoxie, c'est le manque d'apport en oxygène. Et du coup, le cerveau a une petite réserve. Il va se mettre un peu en berne, une sorte d'hibernation euh, programmée. Et donc, en fait, c'est low battery. C'est vraiment batterie faible. Il se met en économie d'énergie et il résiste pendant quelques minutes comme ça. Mais il décline, il décline, il décline. Et à un moment, on voit le WOD, c'est l'onde de la mort, ou Wave of Death. Et là, c'est là qu'on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on doit encore mieux comprendre par quoi il passe, quels sont les facteurs qui permettent cette résistance, qu'est-ce qui est mobilisé. On était dans une homéostasie cérébrale à gauche. Ensuite, on est dans une zone crépusculaire d'échec métabolique, de destruction métabolique. On voit émerger cette onde de la mort. Et puis, on tente de réanimer. Resuscitation, c'est réanimation. Donc on tente de réanimer, et là bon, on a deux schémas hein, qui vont montrer les ondes cérébrales d'un côté et un schéma plus abstrait de l'autre côté. Et ce qui va se passer, c'est que là aussi, il y a une bifurcation. Euh, des fois, il y a une récupération, une résilience, un processus de résilience qui est possible pour certains, pour deux tiers des rats. On n'a pas de modèle humain. Hein. Encore une fois, cette expérience n'a pas été reproduite chez les humains. C'est encore assez compliqué d'amener les gens à la mort et de les ressusciter, mais c'est surtout le côté invasif des capteurs, pour l'instant, qui ne peut pas être mis chez n'importe qui. Mais en tout cas, il y en a certains qui vont présenter ces WOR, qui est donc la Wave of Resuscitation, l'onde de réanimation,
et qui vont aller vers un processus de récupération de l'activité cérébrale et du fonctionnement cérébral, et d'autres qui vont aller vers un processus thanatique de décès, de trépas. Et là, il y aurait quelque part un point de non-retour. On ne sait pas jusqu'à combien de temps on peut encore réanimer les gens. L'estimation, c'est quand même autour de 2 à 4 minutes chez les rats. Et c'est quand même très intéressant parce que dans les films, dans les séries, je reviens à ça, on a cette flatline. En fait, on dit, ben, c'est la fin. Et en fait, non. Il y a encore l'onde de la mort. Et donc, l'onde de la mort est très mal nommée. On dit, c'est la fin. Et non, toujours pas. On peut encore réanimer les gens. Et certaines de ces personnes vont avoir un processus de récupération. Donc là, c'est quelque chose sur le plan scientifique super intéressant. En soi, c'est vraiment qu'une hypothèse d'expliquer l'expérience de mort imminente en l'associant à l'activité cérébrale de récupération de ce moment-là, puisque en réalité, les rats ne communiquent pas sur des expériences de mort imminente, on n'a pas de modèle humain, on assimile des ondes cérébrales à des activités de conscience, mais on est loin de pouvoir vraiment prouver ça. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire des lois de bioéthique sur la mort, sur quand on débranche les gens. On a beaucoup d'arguments qui viennent de l'éthique et de la morale, de la religion même, sur ces sujets. Et en réalité, les arguments scientifiques ne sont pas écoutés. Et là, il y a un problème, c'est que les scientifiques, ils disent, attendez, attendez, en fait, on ne sait pas trop où on est là. Nous-mêmes, il y a des inconnus dans les facteurs. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça? Non, ça me faisait penser à un film là, américain, L'expérience interdite, où justement ils se Eh ben, ressuscitent entre eux oui, oui, pour et justement, d'ailleurs, ils gardent cette, c'est ça. justement, je retrouve ce que vous disiez, une fois que le tracé est plat, l'électroencéphalogramme, ils attendent un certain laps de temps pour que la personne puisse vivre l'expérience, donc sûrement cette onde de la mort, et après la réanime pour la ramener à la vie. Bah, c'était finalement très en avance, très futuriste. Ah, Mm. on a également en français Bernard Werber qui avait écrit sur les Thanatonautes en s'inspirant de plein de travaux là-dessus. Et d'ailleurs, en anglais, ce film, L'Expérience interdite, s'appelle Flatliners, ceux qui vont sur la ligne plane. Voilà. Bon, effectivement, la fiction, elle est très preneuse de tout ça. Et c'est rigolo que, il appelle ça Twilight Zone. On voit la référence est quand même aussi très présente. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins assez rigolos sur l'électricité et le cerveau, en parlant de Frankenstein, en parlant de beaucoup de choses comme ça, quoi. Alors, euh, qu'est-ce qu'on sait vraiment des étapes finalement du mourir? Parce que c'est un point assez aussi, du coup, à discuter. Ben, il y a plusieurs modèles. On est vraiment dans l'idée de quelque chose qui est processuel et non pas catégoriel de la mort. Et pour ce coup, il y a un médecin qui s'appelle Hubert Larcher, hein, qui est décédé maintenant, mais qui avait fondé la Société française de thanatologie et qui s'intéressait aux expériences mystiques, à plein d'autres choses par ailleurs. Et il avait repéré des travaux à gauche à droite avec des termes très techniques mais très précis qu'il a recomposés pour présenter finalement des étapes du mourir. Et je vais décrire ces étapes. La biosémèse, c'est ce qu'on appelle en l'hibernation chez certains animaux. Donc la biosémèse, c'est simplement effectivement l'économie d'énergie. Et ce processus a déjà été constaté chez les êtres humains. On peut, soit par une pratique de yoga, soit par certaines circonstances, soit tout à fait artificiellement sur un plan médical, générer cette biosémèse. Et, par exemple, on préserve les organes en diminuant leurs besoins. On le fait très bien. Cette biosémèse, c'est un état, mais on peut passer à un état encore plus thanatique, encore plus proche de la mort, qui est la biostase. Et là, on est sur une mort apparente. Enfin, voilà, on est vraiment sur quelque chose de. Enfin, ou alors c'est. Voilà, on descend encore dans le registre. J'ai pas, il faudrait que je reprenne mes notes, mais on descend un peu dans ce registre. Ah oui, c'est ça, je l'ai quand même là, j'ai quand même des notes. Euh,
Voilà, la biostase, c'est la mort apparente ou la vie suspendue. On peut la voir par exemple dans l'image de Roméo et Juliette avec cette potion qui permet de feindre temporairement la mort pour échapper à sa famille. Euh, c'est un arrêt complet mais réversible des fonctions de la vie. Et ça peut résulter aussi d'un choc traumatique, d'une sidération émotionnelle. Et c'est vraiment cette idée de faire le mort. Il y a des animaux qui ont cette capacité d'imiter la rigidité cadavérique pour dissuader leurs prédateurs. Et on a dans le champ des expériences de mort imminente des gens qui ont travaillé sur est-ce que l'expérience de mort imminente, c'est pas un thanato-mimétisme, c'est-à-dire une tentative finalement pour simuler la mort face au danger chez l'être humain. Bon, c'était pas forcément très probant l'étude qui a été présentée là-dessus, mais c'était quand même une idée. Et en tout cas, là, on serait une sorte d'adaptation totale à une mort qui est purement fonctionnelle, hein, qui est donc plus apparente que réelle. Donc on aurait cette étape-là. Et ensuite, on arrivera à une autre étape qui est la thanatose, selon Larcher, qui prend donc la suite de la biostase. Et là, on est sur une vie apparente, une mort suspendue, vie apparente, mort suspendue. Tout à l'heure, c'était mort apparente, vie suspendue. Et donc là, on est dans le versant irréversible de la mort fonctionnelle, mais il y a conservation des organes. Vous le savez, c'est cette mort cérébrale diagnostiquée, mais qui fait que la personne est quand même capable de respirer avec une respiration artificielle. Ses organes sont toujours fonctionnels, elle ne reviendra pas, mais ses proches peuvent venir le voir sur le lit d'hôpital pendant des semaines, et il est toujours chaud, il est vivant, mais il est mort. Donc cet état intermédiaire est très étrange. Oui, Alors, excusez-moi, donc par rapport à la biostase, la thanatose, c'est la mort suspendue et vie apparente. Et c'est pareil, c'est l'arrêt complet mais réversible. irréversible. On est là sur Irréver- ouais, ouais, irréversible, d'accord. ouais, ouais. Euh, on est sur le versant sans retour hein, de la mort, d'après l'Archer. Et lui, il appelle trépas cette transe. Transe, pour lui, c'est le passage d'un état psychophysiologique à un autre. Et donc, le trépas, c'est le passage de la biostase à la thanatose. Euh, et ce serait une sorte de transe ultime, hein, d'une certaine façon, hein. Et selon lui, selon l'Archer, hein, je vais compléter, mais on peut, on peut avoir une expérience semble dire qu'il y a une transe qui, malgré tout, permet ou rend compte du passage de la thanatose à la biostase. Donc, normalement, il nous dit c'est irréversible, mais au final, il nous dit, mais certaines personnes donnent l'impression de passer finalement de la thanatose à la biostase, donc d'une mort, que j'ai dit suspendue à finalement un retour à la vie, quoi. Bon, et il va dire que ça nous donne peut-être quelque chose du contenu psychique de la thanatose, euh, grâce à ce retour exceptionnel des extrêmes frontières de la biostase vers progressivement la veille, voilà, l'état de veille. Donc, cette thanatose, c'est pas encore l'étape finale, et ça, en fait, on le conçoit très bien, puisqu'il faut comprendre que l'ultime étape, c'est la mort organique. Et la mort organique passe par une autre transe, même s'il y a peu d'éléments de conscience, qui est la thanatomorphose. La thanatomorphose, c'est simplement comment les corps se désagrègent euh, dans ce moment-là, et en fait, on sait que ça s'étale sur des semaines et des semaines. Vous pouvez encore utiliser les cellules souches d'une personne qui est décédée pendant 21 jours. Donc, il y a plein d'éléments du corps humain qui ne meurent pas au même rythme. Mais excusez-moi, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Vous disiez donc la thanatose, donc c'est l'arrêt complet mais irréversible, mais l'archer dit qu'il y a possiblement un retour donc de la thanatose à la biostase. Oui. Alors, il a du mal à le situer, mais il dit, est-ce que c'est l'extrémité de la biostase? Est-ce qu'on est encore dans le Ah ouais, d'accord, biologique, ok. voilà? Ou est-ce Mhm. qu'on a déjà finalement, on a déjà entré dans la thanatose? Voilà. D'accord, ok.
C'est vraiment cette frontière-là aussi. Euh, Larcher avait consacré sa thèse de médecine en 51, je crois, sur la thanatomorphose, et notamment sur des cas de thanatomorphose assez particulières où il y a autoconservation des corps. Là, par exemple, encore récemment, Thérèse d'Avila a été sortie de son caveau, son cercueil, et son corps est intact, après 500 ans. Et ça, il a étudié, il a des hypothèses physiologiques. Alors, on peut avoir des hypothèses religieuses, mais les hypothèses physiologiques, c'est que chez certains individus, qu'ils soient religieux ou pas, la graisse peut se transformer en huile. La graisse contenue dans le corps peut se liquéfier, se fluidifier, et cette huile, qui sont très bons, a des propriétés d'autoconservation, d'auto-embaumement et aussi de régénération du corps. Ce qui fait que ces corps-là ont même l'air plus jeunes, au teint rouge, enfin très vif. Et du coup, c'est bien sûr, c'est une énigme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des études là-dessus, mais ça pourrait expliquer l'expression être en odeur de sainteté et certains des phénomènes qui sont observés à ce moment-là, dont cette conservation. Donc voilà, c'est intéressant de se dire qu'il y a encore beaucoup à explorer sur ces états et ces trans qu'il va dire inférieurs. On peut comprendre que du coup, la biostase qui remonte vers la biosémèse, c'est ça la réanimation. On passe donc d'une mort, d'une mort que je dis suspendue à une vie suspendue, en fait, voilà. Et c'est pour ça que Larcher a, enfin voilà, Larcher a apporté un point de vue assez intéressant là-dessus. Bon, récemment, j'ai mis en ligne une interview qu'il avait faite de son vivant, qui est très longue, mais qui n'avait pas été publiée, qui était destinée à un livre collectif, et donc on peut trouver ça sur Internet. Et effectivement, voilà, pour lui, il y avait une sorte d'explication un peu thermodynamique. Euh, Plus le corps est dans un état d'entropie, de désorganisation, de désordre, et plus l'esprit est libéré et peut finalement s'organiser à sa puissance maximale. En fait, il, il y avait ce truc qui peut paraître très paradoxal, mais qui va se constater également avec les phénomènes autour de la prise de psychédéliques ou des choses comme ça. Le, le cerveau, le corps, en fait, filtre l'activité de l'esprit. Il est contraignant, c'est comme un système de valves. Et en fait, quand on se débarrasse de lui, quand il est parasité, quand il est court-circuité, au lieu de nuire à l'esprit, ça fait l'inverse, ça libère l'esprit, ça lui permet en fait de s'exprimer à plein. Et c'est un modèle qui est issu des travaux notamment de Bergson et d'autres chercheurs de l'époque qui vont justement dire le rapport enfin corps-esprit ou cerveau-esprit n'est pas celui qu'on pense. Alors, il y a une hypothèse qui dit le cerveau produit la conscience, produit l'esprit, et donc pas de cerveau, pas d'esprit. Or, là, ce qui est constaté, c'est plutôt moins de cerveau, plus d'esprit. Et ça expliquerait aussi pourquoi il y a une activité euh, d'ondes cérébrales très active à un moment voilà, de grande détresse cérébrale et corporelle. Donc c'est intéressant parce que ces expériences de mort imminente, comme d'autres expériences qu'on va voir, viennent vraiment poser des questions fondamentales sur les liens corps-esprit et aussi un petit peu attaquer un paradigme de matérialiste réductionniste qui n'attribue à l'esprit que une propriété émergentiste en disant l'esprit est au cerveau ce que la bile est au foie. C'est une substance qui va être engendrée par le cerveau. Donc, effectivement, il y a tout un pan de discours qui vient de beaucoup de neuroscientifiques, qui est sur cette idée d'un bouquet final cérébral. Le imite une grosse hallucination, alors Charpier le dit comme ça,
d'une manière ou d'une autre, ça doit être associé à une activité électrique cérébrale particulière, nécessairement anormale, étant donné le contexte pathologique de l'expérience, comme un arrêt cardiaque, mais susceptible de provoquer une expérience mentale consciente. Donc pour eux, c'est c'est un bordel électrique et chimique qui donnerait une expérience d'une grande cohérence, extrêmement bien inscrite dans la mémoire des sujets, extrêmement bouleversante et affective et significative. Et donc là, pourquoi pas? C'est intéressant, mais c'est pas très clair. Ces sursauts d'oscillation gamma hautement cohérentes sont confirmés par plusieurs études. Pour Charpier, on ne sait pas quand est-ce que se produit l'expérience de mort imminente. Donc possiblement c'est sur le retour vers une activité corticale normale. Et les chercheurs qui sont plutôt du côté l'EMI prouve la survie après la mort, etc., ils critiquent tous ces travaux en disant, vous mettez en évidence probablement des mécanismes de l'EMI, comment l'EMI euh, se corrèle avec l'activité cérébrale, mais vous n'expliquez pas les causes de l'EMI, vous ne donnez pas les causes. En fait, ils disent, voilà, votre discours est intéressant, mais vous en faites dire beaucoup trop à ces ondes gamma et à ce que vous mesurez. Voilà. Alors, il y a un autre pan de recherche scientifique sur ces EMI qui est plutôt du côté neurocognitif. Donc, on a beaucoup moins de mesures en soi de l'activité cérébrale, mais on va chercher autre chose. Donc, on a par exemple ce modèle de l'épilepsie. Euh, L'épilepsie, c'est classiquement, du coup, encore une fois, une activité électrochimique du cerveau qui est problématique, qui est accompagnée d'un certain nombre de symptômes, mais parmi ces symptômes, les gens rapportent des expériences très puissantes qui peuvent en réalité être assimilées aux EMI, mais qui peuvent aussi avoir une nature un peu plus puissante encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que les gens disent à être sortis de leur corps et avoir voyagé, par exemple, dans le cosmos, avoir vu plusieurs planètes, dont la Terre, etc. Donc des perceptions qui sont vraiment de nature quasi mystique et qui sont rapportées depuis toujours. On a Dostoïevski qui décrit ce genre de choses et plein d'autres auteurs. Simplement, ça reste vraiment marginalisé au sens où actuellement je contribue à une étude d'une psychologue anglaise qui s'appelle Louise Spears, qui est elle-même épileptique, qui a elle-même vécu des expériences extraordinaires sous épilepsie et qui s'est vue répondre, comme souvent par son médecin, que c'était un problème de traitement médicamenteux, qu'il fallait donc augmenter le traitement pour qu'elle subisse moins ces expériences. Et il n'y a pas de place vraiment pour une écoute, pour une élaboration de ces vécus, qui, dans le cadre médical, correspondent à un critère qu'ils ont pour l'épilepsie qui s'appelle l'hyper-religiosité. Et donc, c'est très intéressant. Quand quelqu'un va raconter ses expériences étranges, on dit qu'il est en train finalement de virer de bord, d'aller vers l'hyper-religiosité. Et en fait, c'est un signe qu'il faut augmenter le traitement. Et donc, voilà, c'est vraiment de la surpathologisation. Et là, l'étude qu'on est en train de mener, c'est justement de voir à quel point les personnes épileptiques ont ces expériences, à quel point ces expériences peuvent être bénéfiques, ou considérées en tout cas comme bénéfiques pour elles dans leur vie. Voilà. Mais l'épilepsie, finalement, dans le fantasme des neuroscientifiques, ça vient dire, en fait, tous ces vécus paranormaux extrêmement bizarres, c'est simplement le bordel cérébral sous-jacent. Et ça a pu être vérifié un petit peu par des stimulations électriques du lobe temporal ou plus particulièrement d'une zone de cerveau qui se situe juste là à côté de l'oreille qu'on appelle la jonction temporopariétale. Quand on va stimuler de façon même invasive, hein, parce qu'on va parfois ouvrir le cerveau et faire de la stimulation cérébrale profonde de personnes épileptiques, justement pour voir un peu comment ça se passe, eh bien, si on stimule ces zones-là, on a des changements dans la perception du temps. On a également l'émergence d'images, par exemple, du passé, comme des souvenirs qui arrivent en pagaille. Et on peut aussi avoir des sensations de sortir du corps, des choses comme ça. Donc, le modèle de Walter Penfield, il a appuyé vraiment ce rapprochement entre épilepsie et expérience extraordinaire.
Et plus récemment, un chercheur suisse, Olaf Blanke, avait une patiente épileptique de 45 ans qu'il va stimuler par des électrodes implantées dans son cortex temporeux-pariétal droit, puisque on dit droit parce que justement il y a des hémisphères qui ont des propriétés différentes. Et quand il fait ça, la patiente, qui est consciente hein, à ce moment-là, qui n'est pas du tout endormie, lui dit qu'elle a l'impression d'abord de s'enfoncer dans le lit d'hôpital, comme si elle tombait de haut, comme dans un grand 8. Voilà, ce truc de vertige. Alors il augmente encore l'ampérage, la stimulation, et là, elle a une impression de sortie de son corps partielle. C'est-à-dire, il y a par exemple ses jambes qui sont encore là, mais son buste est surélevé. Ensuite, il augmente, elle a l'impression de flotter près du plafond, tout en parlant, hein. Elle est là, elle parle, et elle dit, mais je suis là, je suis pas là. Et il augmente encore un peu, et il y a des parties de son corps qui lui paraissent plus courtes. C'est une forme d'hallucination somesthésique, somatique, assez typique aussi. Donc pour lui, c'est banco, hein, parce que il va publier ça dans la revue Nature, donc une grande revue, et très rapidement, il présente ça comme on vient d'expliquer l'origine cérébrale des expériences de sortir du corps. Sachant que ces expériences de sortir du corps, c'est un aspect qui est souvent associé aux expériences de mort imminente, même si c'est absolument pas systématique, hein. J'y reviendrai, mais en gros, un tiers des expériences de mort imminente vont comporter une sortir du corps, et c'est souvent au début de l'expérience. Voilà. Là, problème, en réalité, bon, c'est intéressant. Ce qui vient de se passer est intéressant, mais on n'est pas du tout euh, raccord par rapport aux témoignages spontanés des expériences de hors-corps, qui n'ont pas du tout ces étapes-là, qui ont un vécu beaucoup plus puissant de tout ça. Et du coup, on sent qu'on est dans un truc un peu marketing pour pouvoir promouvoir finalement cette étude qui est en soi intéressante, on lui prête un pouvoir explicatif exagéré. Voilà, tout le paranormal va être expliqué par la science. Et donc, c'est une promesse scientifique très réductionniste. Là, ce qu'on a, effectivement, c'est une duplication illusoire de l'image de notre corps. On peut avoir une illusion de localisation du soi. On peut avoir une perspective illusoire dans l'espace et une illusion de nos actions. En réalité, ces stimulations produisent un certain nombre d'illusions. Mais ces illusions ne sont pas l'expérience de hors corps. Et pour démontrer ça, euh, des chercheurs vont aller un petit peu plus loin encore. Ils vont faire d'autres formes de stimulation, mais qui ne sont pas invasives, qui ne sont pas avec des électrodes, et par exemple simplement avec de la réalité virtuelle. Et un trick, un petit truc, une astuce, c'est toucher la personne à un endroit de son corps tout en lui montrant une image euh, décalée dans l'espace. Et donc, il va y avoir une sorte de discordance entre le ressenti corporel et l'information reçue visuellement et traitée. Et là, le cerveau est obligé de trouver un compromis entre ce qui se passe, entre les informations contradictoires qu'il reçoit, et il va générer, du coup, ce que dit Pascal de Maléfant, c'est une continuité de soi à travers une illusion d'étrangeté du corps ou de corps étranger. Et pour le coup, on va créer par exemple une illusion d'extracorporéité. On touche un point de l'espace et en même temps j'ai l'impression d'être touché. Donc du coup, ça veut dire que je suis dans ce coin de l'espace, dans ce point-là, dans cette localisation. Et donc voilà, c'est super intéressant. Encore une fois, les scientifiques, pour se mousser, vont mettre en avant qu'ils expliquent la sortie hors du corps, mais pas du tout. Et pour le coup, des chercheurs spécialisés sur les sorties hors du corps vont critiquer, vont amener des éléments de compréhension en disant, voilà des témoignages de gens qui ont vécu des expériences de hors corps, voilà des témoignages de gens qui ont vécu vos expériences d'illusion. On fait des analyses phénoménologiques, lexicales des témoignages, on n'est pas du tout sur le même registre. Des gens qui ont vécu les deux disent, mais non, c'est pas du tout pareil. Et donc, on avance progressivement pour essayer de désimbriquer ces deux types de vécu. Malgré tout, c'est quand même très présent dans le discours des neuroréductionnistes de dire, mais tout ça, c'est dans le cerveau, ça s'explique simplement par une activité électrochimique.
Si, est-ce qu'il y a des questions pour la partie neurocognitive? Mais c'est assez compliqué, voilà, parce qu'il y a des termes et tout. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, il me semble avoir compris. Ça marche. Ok. Après, je vais passer à des modèles encore neuroréductionnistes, mais neurochimiques. Il y en a eu plusieurs pour expliquer les expériences de mort imminente, et notamment ces expériences de mort imminente, que j'ai toujours pas présentées ou définies, hein, sont associées à un plaisir incroyable. La personne est censée être face à la mort, en train de mourir, mais elle vit ça avec un calme olympien, avec même une joie incroyable, un sentiment d'amour qu'elle n'aura jamais ressenti de son vivant. Et pour ça, il va y avoir une hypothèse qui est celle des endorphines, donc des peptides opioïdes endogènes, donc c'est-à-dire des substances qui ressemblent aux opioïdes, qui ressemblent du coup à la morphine, si on veut, mais qui sont déjà présentes dans le corps et qui pourraient être relâchées pour justement entraîner ce plaisir. Et donc, on sait que quand on donne de la morphine, on réduit la douleur perçue, on augmente la capacité d'acceptation aussi des problèmes autour de soi, enfin réduction du stress, et on va même pouvoir engendrer un état émotionnel agréable, voire exalté. Et donc c'est une hypothèse très intéressante. Euh, il y aurait, lors d'expériences de mort imminente, une partie d'explication tiendrait à la libération en fait de ces endorphines. Sauf que, bon, ces endorphines ne sont pas réputées capables d'induire des hallucinations. Or, du coup, ça n'explique pas l'ensemble des perceptions lors d'expériences de mort imminente. Et de plus, c'est instantané, l'expérience de mort imminente, alors que les endorphines ont un effet sur plusieurs heures. C'est très étalé dans le temps, en fait. Et donc là, on a sur un truc un peu en décalage par rapport au récit. Malgré tout, ça pourrait être une piste d'étude. Alors j'avais repéré comme ça un cas, une seule étude. Il se trouve qu'une personne était en train de mourir d'un cancer, enfin voilà, qu'il y avait un moment critique dans son cas. Et ces médecins lui ont administré de la naxolone, qui est la drogue qu'on utilise notamment lorsqu'il y a une overdose. Voilà. Et donc, c'est connu comme étant un antagoniste des opioïdes. Et alors, la personne, elle sort de sa crise cardiaque, etc. Et elle dit, mais c'est très étrange, j'étais au paradis, j'étais extrêmement bien, et là, d'un coup, c'est devenu l'enfer. Je vous ai vu, vous médecins, comme des diables qui me voulaient vraiment du mal, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est comme si on avait transformé son EMI très positive en EMI négative. Et on a l'impression, et ce serait peut-être une idée d'étude à tester, que en agissant sur les endorphines qui étaient libérées dans son corps, on a effectivement modifié le vécu subjectif de son expérience de mort imminente. Mais vraiment, c'est un seul cas dans les littératures, et donc on va pas très loin avec ça. L'autre grand candidat, je ne les fais pas tous, mais c'est la kétamine. La kétamine est utilisée depuis la guerre du Vietnam et voilà, et ailleurs comme un anesthésiant. Aujourd'hui en France, il est prescrit comme anesthésiant pour les chevaux, donc dans un usage vétérinaire, mais aussi pour les humains. Et aux États-Unis, depuis 2019, il est aussi prescrit comme antidépresseur, parce qu'il a des vertus antisuicidaires très importantes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que les gens qui ont un usage même récréatif de la kétamine, hein, ce qui malheureusement a conduit à son interdiction pour différents usages, ces gens-là vont dire c'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience du mourir volontaire. Et effectivement, ça a pu être vérifié. Les chercheurs comme Charlotte Martial du Coma Science Group de l'Université de Liège ont comparé les récits de gens qui prenaient différents types de psychédéliques avec les récits de gens qui avaient des expériences de mort imminente. Donc, ils ont deux grosses bases de données.
Et ils ont un logiciel qui permettait de regarder les mêmes mots, les tournures de phrases, etc. Ils ont vu que très largement, la kétamine, les récits de gens qui avaient pris de la kétamine se superposaient le plus avec les récits de gens qui avaient vécu une expérience de mort imminente. Ça ne veut pas dire que c'est identique, mais il y a vraiment ce rapprochement qui est intéressant. Donc, on peut du coup s'intéresser à quel est le mode d'action de la kétamine. Alors, je l'ai mis en mode vraiment très technique. C'est un anesthésiant dissociatif arylcyclohexylamine synthétique inhibiteur des récepteurs MDA du glutamate. Et donc, ce bordel veut dire quoi? Ça veut dire que ça agit sur certains récepteurs qui vont être coupés euh, du reste de la vie cérébrale, si on veut. Et donc, ça vient vraiment dissocier l'individu au sens où il ne va plus ressentir la douleur, il va être coupé de toutes les autres formes d'information et même protégé du glutamate dont on avait dit qu'il était un neurotoxique, qu'il avait tendance à se déverser comme de la boue radioactive dans le cerveau. Et donc là, en fait, il y a une sorte de mesure de réaction qui va protéger l'ensemble du cerveau en disant, là, il y a un problème, et donc tout le monde se coupe. Voilà, tout le monde se coupe. Euh, le vécu subjectif pourrait tout à fait être celui de quelqu'un qui est coupé du monde, n'a plus conscience de son corps, donc plus conscience de la douleur, a accès du coup à des perceptions renouvelées, quoi, vraiment différentes, et du coup extrêmement plaisantes. Mais sur le plan aussi organique, on voit que ça a un effet de protection de la neurotoxicité. Là où on est un petit peu dans quelque chose d'un modèle prometteur, mais qui n'a pas encore vraiment accompli tout ce qu'il a à accomplir, c'est que on n'a pas repéré dans le corps, contrairement par exemple aux endorphines que j'ai présentées tout à l'heure, une substance qui serait une forme de kétamine endogène. La kétamine, c'est un produit synthétique, artificiel. Les gens qui ont raconté ces expériences, on leur a administré de la kétamine. On imagine qu'il y aurait une autre substance dans le corps qui aurait les mêmes propriétés et fonctions que la kétamine et qui serait libérée euh, lors de la perception d'une menace. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que cette kétamine ne se libère pas seulement quand le cerveau est en déclin, voilà, au moment de cette mort cérébrale, cette désorganisation cérébrale, on voit que ça se libérerait euh, dès qu'il y a perception du danger. Donc c'est tout à fait compatible avec l'autre modèle qui n'est pas celui du cerveau mourant, mais celui dont je vais aborder d'une réaction adaptative à l'effroi. En gros, le cerveau, il a un mode alternatif. Euh, Si je me sens menacé, je me coupe de la situation et je me protège de la situation de plein de façons, à la fois objectivement et subjectivement. Ouais. Et pour clore un petit peu toute cette partie où j'ai présenté le modèle du cerveau mourant, je reprends les propos d'un psychologue spécialiste de ce type d'expérience qui dit il y a un vrai problème dans ce modèle du cerveau mourant, c'est que il faut qu'on puisse rendre compte du fait que des EMI se produisent dans des cerveaux qui ne sont pas en train de mourir. On a effectivement, et je vais y revenir, les mêmes récits chez des gens qui ne sont pas en train de s'asphyxier, d'avoir une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Et donc, il faut qu'on puisse expliquer aussi ces phénomènes. Et deuxième chose, tous les cerveaux qui s'approchent de la mort ne font pas l'expérience d'une EMI. On a, même chez l'ensemble des gens qu'on réanime d'une crise cardiaque, seulement 15 à 20% de ces personnes qui relatent une EMI. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les 80% des autres? Et donc là, si on avait un modèle simplement organique et très déterministe, bon, ça devrait s'appliquer à tous, or ce n'est pas le cas. Donc beaucoup de mystères, beaucoup de recherches encore à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport au modèle du cerveau mourant?
Pas pour l'instant. Après, il faut que ça chemine dans mon cerveau, voir si, voilà, en réfléchissant à tout ça, si d'autres, si des questions peuvent survenir. Mais pour l'instant, ça me semble, ce que vous avez dit, c'est complexe, mais c'est compréhensible. D'accord. Voilà. Je fais au mieux, je fais au mieux. C'est de la vulgarisation, même, voilà. Donc maintenant, je vais présenter un autre modèle, un peu concurrent, qui est celui de la réaction à la menace mortelle. Et il faut savoir, c'est des choses qu'on connaît vaguement, même quand on n'est pas psychologue, euh, et qu'en psychologie, on décrit, alors j'ai mis un schéma en anglais, mais je vais un peu expliquer, comme étant la cascade défensive. Je l'ai mis en anglais parce que les 6 réactions qui ont été identifiées, Moi, elles ont toutes... excusez-moi, je suis toujours sur la première page de votre PowerPoint, hein. Je ne sais pas si vous faites défiler aussi pour nous, mais Ah, ben c'est important parce que, en fait, je vous ai montré des schémas depuis le début. Vous n'avez ok. vu Mais de toute aucun... façon, vous disiez que vous le mettrez Ouais, c'est ça, sur Arch, c'est comme ça. ça on pourra le Alors, revérifier. je vais continuer avec ce format-là, comme ça vous pouvez voir quand même l'image, j'imagine, là, du coup. Vous avez raté plein de choses. Ça aurait été plus clair avec le Mais schéma. à un moment, vous avez parlé des rats, vous faisiez référence, je me suis dit, ben, peut-être que moi, j'ai pas osé vous. Oh, mais il Ah fallait, il oui, fallait. effectivement, il y a plein de choses. Ben, en relisant le cours, si j'ai votre PowerPoint, ça. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, voilà, ça, c'est la cascade défensive. Et j'ai mis ce schéma parce que, en anglais, on va appeler ces différentes étapes avec un mot en F. Et donc, on le sait tous un petit peu, genre le début, c'est freeze. Je m'arrête et c'est une immobilité attentive et je vais essayer d'avoir une réaction orientée. Ensuite, c'est flight. On va essayer de, par exemple, de fuir. Voilà. Mais je peux aussi avoir une réaction de défense active et je vais essayer donc de fight. Donc en anglais, c'est la réaction fight or flight. Est-ce que je me bats ou est-ce que je fuis? Et puis, il peut y avoir ensuite le fright, donc un effroi qui va être une immobilité très tonique, c'est-à-dire que au niveau du corps, on va avoir de l'hypervigilance, un niveau émotionnel très fort. La peur va être largement réprimée derrière une immobilité. En fait, on est vraiment, comment on dit ça encore? C'est un mot en S en français, sidéré, voilà. Il y a une sidération, voilà avec la tachycardie, la vasoconstriction, etc. Et puis après, ils vont dire qu'il va avoir une défense passive où on s'abandonne à la chose complètement. Le flag, ils appellent ça. Et ensuite, le feint, c'est faire semblant d'être mort. Voilà, ce qu'on avait dit au niveau du thanatomimétisme. Bon, toutes ces réactions ne sont pas en soi très importantes. C'est juste que il y a une sorte de ligne là, qui est présentée dans le schéma, qui est le statut dissociatif. À quel point au début je suis très conscient, voilà, je repère le danger, je suis très conscient, et à quel point à la fin, oui, je reviens à moi, je reprends conscience de la situation, mais tout le reste, je suis en mode dissociatif. Je n'ai pas accès à toutes mes sensations, je n'ai pas accès à toutes mes pensées, je ne mémorise pas de la même façon, etc. Et toutes les personnes qui font face du coup à des événements traumatiques vont décrire une réaction plus ou moins complexe de ce côté-là. Et l'idée, c'est que l'expérience de mort imminente s'inscrive là-dedans comme une forme de dissociation en lien avec cette cascade défensive, donc en lien avec la réaction adaptée à une menace que j'ai perçue. Et effectivement, dès les années 70, on a des psychiatres, des psychologues comme Russell Noyes aux États-Unis qui vont dire, mais l'EMI, c'est une forme de dépersonnalisation. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore élaboré la notion, qui est maintenant très utilisée en psychologie, de dissociation péritraumatique. Et effectivement, c'est plutôt cette notion qui aurait été adoptée par les auteurs et rétrospectivement, et c'est ce qu'ils ont dit. Les dissociations péritraumatiques, c'est ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire dans une situation, dans un contexte traumatisant, la personne ne fonctionne pas de la même façon que d'habitude. Et ce qui va être très intéressant, c'est que
l'EMI va du coup avoir et pas forcément une réaction qu'on va appeler, nous, de stress dépassé, c'est-à-dire une réaction très nocive pour l'individu parce que, qui laisse des séquelles, en fait, face à un trauma, comme quelque chose qui montre que toutes ses ressources ont été saturées, mobilisées, et que du coup, elle était perdue, et que ça entraîne vraiment des dégâts derrière. Non, ce que vont montrer les chercheurs, c'est que le fait d'avoir une EMI protège de ces séquelles et de ces conséquences du trauma, puisque en fait on est confronté à un danger, à la mort, mais on le vit bien, on le vit calmement, on va même éprouver parfois des sensations extraordinaires, très agréables, on va se forger des souvenirs extrêmement plaisants de toute la chose. Euh, des psychiatres comme le psychiatre français Yann Oxemery vont dire, ça semble être une réaction adaptée sur le moment, mais également à distance. Donc c'est une dissociation, mais il faut comprendre que la dissociation en psychologie, en psychopathologie, ce n'est pas en soi pathologique. Ça peut être une bonne idée à certains moments d'envisager la situation différemment. Et ce qui ça semble montrer, c'est que sur le même trauma, celui qui va vivre une EMI va avoir moins de séquelles par la suite. Moi, j'avais par exemple eu le cas qu'on m'avait rapporté de deux frères, qui sont des migrants sur un bateau et le bateau tombe à l'eau. Et donc, le grand frère fait tout son possible pour nager et sauver le petit frère, et il vit ça comme un trauma, il en est encore perturbé. Le petit frère, il se laisse plus passivement tomber dans l'eau et se lâche, et il vit une expérience de mort imminente en dissociation, et il montre beaucoup moins de signes de trauma de la situation. Donc là, il y a quelque chose d'assez étonnant de réaction au trauma. Et les auteurs dès les années 70 vont présenter l'EMI comme une sorte de mécanisme adaptatif qui va combiner deux tendances réactionnelles opposées. La première sert à intensifier l'état d'alerte, donc à être vraiment très vigilant de la situation et à réagir de façon cohérente. Et l'autre vise à atténuer toute émotion potentiellement désorganisante, comme par exemple la panique. Donc si je reviens très rapidement sur le schéma d'avant, on est sur quelque chose qui, au lieu de simplement nous sidérer sur place et nous empêcher de faire quoi que ce soit, nous permet à la fois de réagir de façon intelligente et en même temps de ne pas subir le stress, la panique, etc. Donc on a une réaction très paradoxale et qui est vécue d'ailleurs d'une façon très binaire, très duelle de la part des gens. Donc là, je commence à donner des témoignages d'expériences de mort imminente pour qu'on se rende compte un petit peu de comment ça se présente concrètement. Et c'est des témoignages qui ne sont pas forcément habituels. Par exemple, cette personne anonyme, qui est un soldat, va témoigner de ce qu'il appelle, lui, une expérience de sortir du corps. Il ne le présente pas comme une expérience de mort imminente, et d'ailleurs, on est quelques années avant que le terme soit popularisé. Et ce qu'il décrit, ce soldat, c'est que sa Jeep reçoit un obus et qu'elle explose et qu'il se retrouve par terre en feu. Mais en fait, à ce moment-là, il a conscience de lui-même à deux niveaux. Il a conscience de lui-même en feu par terre, mais il se voit également depuis une situation surélevée à une dizaine de mètres. Il se voit lui, donc un soldat en feu qui hurle, qui gémit, qui ne sait pas quoi faire, mais il voit également toute la zone, il voit sa Jeep en feu, il voit les choses comme ça. Et là, il n'est pas stressé, il a des pensées extrêmement pragmatiques et presque très froides, et il dit à ce soldat qui est lui-même, ça sert à rien de gesticuler comme ça, tourne-toi sur toi-même pour éteindre les flammes. Et finalement, son autre soi suit cette consigne, commence à se rouler sur lui-même, et finit par atterrir dans un petit contrebas, un petit fossé où il y avait de l'eau, et qui permet en fait d'éteindre les flammes. À partir de ce moment où la menace de brûler vif est levée, il réintègre son corps. C'est-à-dire, il ne fait plus qu'un à nouveau. Et c'est ça qui
finalement est très intéressant, on voit que cet état psychique très particulier serait vraiment conditionné par cette menace initiale et sa résolution. Et ces deux aspects vont être constatés dans énormément de témoignages. Donc, Russell Noyes, qui est psychiatre, et Roy Cletty, qui est psychologue clinicien, vont faire un questionnaire sur les expériences des accidents et ils vont le soumettre à 200 personnes qui vont décrire quelque chose que eux vont catégoriser comme ça. Il y a une partie de moi qui observait la situation avec un certain détachement et une autre partie de moi qui participait activement à la situation. Donc, c'est ces deux éléments, cette division du corps-esprit ou des formes de conscience, qu'on peut aussi appeler une sorte de combinaison de survie, et qui était déjà identifiée au temps de Bergson, qui va utiliser l'expérience de mort imminente comme un exemple de sa théorie des deux mémoires, que je vais présenter rapidement après. Mais en gros, le point de départ de tout ça, c'est la perception soudaine d'une menace. Alors, moi, j'appelle ça le game over, hein, c'est vraiment une sorte de constat d'échec. Et Bergson formule ça comme un brusque désintéressement de la vie, né de la conviction soudaine qu'on va mourir à l'instant. Et donc, que ce soit vrai ou pas, ça introduit ce réflexe qu'on peut appeler une disjonction. Il y a une vraie coupure. Et à ce moment-là, effectivement, on voit apparaître ces deux formes de conscience simultanées, juxtaposées. Alors moi, je les ai rebaptisées une conscience hyper incorporée, qui est le soi participant, et une conscience désincorporée, qui serait le soi observant. Pourquoi je parle de ça comme ça? C'est que ce soi participant, euh, il est dans le corps, mais il est pleinement dans le corps. C'est-à-dire que ces gens vont décrire une perception quasi infinie, hyper détaillée, à 360 degrés de leur environnement, avec une capacité de zoom incroyable. Ils vont également, et c'est un des premiers aspects, décrire un rapport au temps complètement transformé. Le temps semble passer au ralenti, voire s'arrêter totalement. Il est possible de faire des arrêts sur image et de prendre finalement un maximum d'informations sur la configuration de la scène. Et deuxième aspect, ou troisième aspect, la coordination sensorimotrice, donc le fait de pouvoir faire les mouvements que je veux faire et adéquatement, comme un sportif de haut niveau, un pilote de rallye, elle est optimisée au maximum. Donc, le corps fait exactement ce qu'on lui demande de faire, même si c'est des performances acrobatiques. Et quatrième point, la cognition, la pensée est également optimisée. Il y a une pensée extrêmement rationnelle, pragmatique, qui analyse très bien les choses, qui évalue toutes les possibilités d'action. Donc, cette partie-là, que Noyes et Cléty vont baptiser hyper alerte, d'une certaine façon, euh, elle est présente depuis très longtemps, on la connaît, elle est rarement mise en avant comme étant un signe d'expérience de mort imminente, mais en fait, pas mal de gens racontent ça. Et de l'autre côté, il y a effectivement aussi des gens qui vont être amenés à dire, je n'étais plus totalement dans mon corps, j'avais même une perspective de la scène qui était excentrée, et dans ce cadre-là, j'ai même pu me promener dans d'autres dimensions, faire des rencontres incroyables, être entouré de lumière, de défunts, d'entités, etc. Et les deux, en fait, jouent des rôles assez complémentaires. Euh, En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et pourquoi finalement je parle d'une combinaison de survie? D'autres auteurs vont aussi accentuer l'aspect en disant que finalement, l'expérience de mort imminente, si c'est une réaction adaptée à un danger qui permet de mobiliser les ressources, l'ensemble des ressources disponibles, eh bien, ça présente ce qu'on appelle un avantage évolutif. Les animaux, et donc les humains, qui développent cette compétence de dissociation intéressante, vont pouvoir parfois se sortir du danger. Et c'est ce que constatait déjà Noé Secletti, que les gens euh, développaient des compétences qui leur permettaient de mettre en place des actions de sauvetage. Et bien, s'ils se sauvent du danger, ils survivent,
ils survivent et ils transmettent cette compétence par sélection à leur descendance. Et donc, on aurait chez tous les êtres humains une capacité à vivre des expériences de mort imminente pour se sortir de danger. Vous me dites hein, si vous avez des questions, des remarques. Donc, je vais redétailler un petit peu ce que je viens de présenter en passant par Bergson. Bergson qui, lui, avait une théorie de l'esprit, la conscience qu'on décrit habituellement. En réalité, ça correspond à deux formes d'esprit. Et il disait, quand vous apprenez une leçon, une poésie par exemple, vous la répétez à plusieurs fois, et vous savez, vous créez une sorte de mécanisme qui dit à la fin de tel vers, on débute par tel vers. Ta 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 ta. Et à force, ça s'enchaîne. Et donc, quand on fait ça, on fait un apprentissage qui mobilise une forme de mémoire qu'il appelle la mémoire habitude. Et cette mémoire habitude, au bout d'un moment, on va réciter sans avoir à faire beaucoup d'efforts cognitifs. Donc, ça crée des mécanismes qui nécessitent moins de ressources de la conscience. Si on doit apprendre à faire du vélo, une fois qu'on a appris, c'est bon, c'est pour toute la vie. Par contre, il y a une autre forme de mémoire qui est à quel moment on a appris ce poème, à quel moment on a appris à faire du vélo, c'était le vélo que notre tata nous avait offert, et on va avoir un souvenir épisodique extrêmement riche de la situation qui est différent en fait. C'est vraiment ce qui va constituer notre identité profonde. Alors c'est des choses dont on ne va pas se rappeler en permanence parce que ça sert à rien de se rappeler en permanence que notre tata nous avait offert un vélo quand on avait 5 ans, qui était rose, etc. Par contre, ça, c'est quelque chose qui est inscrit en nous très profondément et qui pourrait être revitalisé si nécessaire. Et donc, chez Bergson, il va vraiment décrire comment ces deux mémoires d'habitude travaillent ensemble. C'est pour ça que mes deux cercles sont en chevauchement, mais qu'en réalité, il y a plein de moments où elles travaillent moins ensemble. Et par exemple, c'est le cas du rêve. Donc, cette conscience désincorporée dont je parlais, c'est comment finalement, dans les EMI, il va y avoir un décalage au niveau de beaucoup de fonctions mentales qui ne sont pas du tout ressenties comme d'habitude, parce qu'on est beaucoup moins en contact avec le corps, en contact avec le réel, avec le présent. Donc là, c'est de la philosophie, donc je vais peut-être pas beaucoup rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément mon idée, mais j'ai publié sur ces aspects-là et beaucoup des aspects très paradoxaux des EMI collent très bien avec le modèle de Bergson. Lui-même était finalement conscient de tout ça. Ce qui l'avait intéressé, c'est par exemple que dans une EMI, on a une vision panoramique des souvenirs de notre vie, une mémoire panoramique. Cette mémoire panoramique, ça vient dire que effectivement, la mémoire vraie, la mémoire qu'il appelle, enfin, euh, c'est cette mémoire essentielle finalement, on a accès à l'ensemble des souvenirs de notre vie, même si on ne se souvient plus les avoir enregistrés, ils sont tous là, et la preuve qu'ils sont tous là, c'est qu'il y a des circonstances où on peut les revivre intégralement, tous. Voilà. Donc le MI apportait vraiment du grain à moudre de ce côté-là. Et deuxième aspect, c'est que quand on revit ses souvenirs, ils ne sont pas détériorés, c'est pas des perceptions fades, diluées, floues. Ce sont des perceptions extrêmement puissantes, riches et indélébiles. Les souvenirs de Amy, on a pu le montrer dans certaines études, c'est des souvenirs d'un genre très particulier, qui ne sont pas des souvenirs de rêve ou des souvenirs imaginaires, c'est quelque chose qui est très très marqué. Et pour Bergson, ça ne pose pas de problème parce qu'en en fait, ce qui nuit à la qualité des souvenirs, c'est justement qu'ils sont filtrés, étouffés par les exigences de la vie, qu'il appelle l'attention à la vie, c'est-à-dire dans le présent, j'ai pas besoin de tout me rappeler. J'ai pas besoin de me rappeler du vélo que ma tata m'a offert. Dans le présent, mon cerveau m'amène à sélectionner ce qui est utile. Si je dois faire du vélo, vaut mieux que je me rappelle comment je fais du vélo. Mais autrement, il y a plein de choses que je peux enlever. Et donc, en général, on a face à nous une toute petite sélection de ce qu'on a vécu dans notre vie.
Bergson, par contre, ne s'est pas rendu compte d'un autre aspect de l'expérience de mort imminente qui était peu développé quand il a fait lui-même ses commentaires. C'est que il y a ce que je disais de la conscience hyper incorporée. Les mouvements, les pensées semblent accélérer. Il y a des formes d'automatisme, d'impulsivité, c'est-à-dire que les gens en EMI font des gestes dont ils n'ont même pas l'impression que c'est eux qui volontairement pratiquent ces gestes. Par exemple, ils sont dans un véhicule et ils vont commencer à analyser les courbes que doit prendre leur véhicule pour éviter le danger et à tirer le frein à main, faire des coups de volant, appuyer sur l'accélérateur, comme s'ils étaient Sébastien Loeb. Euh, Tout ça en ayant l'impression de faire des gestes au ralenti, de voir les choses se défiler comme incroyablement, sans panique. Donc c'est vraiment très particulier, mais ça colle très bien en fait, encore une fois, avec la théorie de Bergson. Je remonte là-dessus. Si la mémoire habitude devenait complètement indépendante de la mémoire vraie, on obtiendrait exactement ça. C'est-à-dire qu'on obtiendrait une mémoire qui est totalement libérée, qui a accès à tous les souvenirs, et de l'autre côté, une mémoire habitude, donc des mécanismes qui se baseraient sur tous nos apprentissages, sur une perception réaction directe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impulsivité, c'est-à-dire je vois un danger, je fais exactement ce qu'il faut pour l'éviter, sans avoir à hésiter, à peser le pour, le contre, à décider. On se base vraiment que sur l'algorithme programmé chez l'être humain, en fait. Ce que j'ai appris potentiellement à faire. Et donc là, cette conscience hyper incorporée va permettre aux gens de déployer des ressources incroyables pour se sauver. On va le trouver dans les témoignages. Les gens vont dire qu'ils ont une pensée qui est beaucoup plus claire que d'habitude, plus rapide, plus logique et plus contrôlable. Et ça, c'est l'essence des expériences de mort imminente depuis 1890, qu'il y a des collections systématiques proposées par des scientifiques. On retrouve en fait ces éléments-là. Les premiers témoignages, ce sont des témoignages d'alpinistes, notamment, qui chutent. Quand ils chutent, ils n'ont aucun dégât cérébral. Ils sont simplement dans une phase de danger. Et en fait, ils voient leur chute au ralenti. Ils voient exactement ce qu'il faut faire pour amortir le choc, coincer leur piolet à tel endroit, mettre leur bâton à tel endroit. Et en même temps, ils ont toute une autre partie de leur esprit qui est dans la vision panoramique des souvenirs, également projetée dans le futur, etc. Donc, qu'est-ce que je viens dire avec tout ça? C'est que l'expérience de mort imminente, c'est une division de la conscience, euh, spontanément, brusque division de la conscience, mais complémentaire. Et on va s'éprouver soi-même de deux manières différentes. Habituellement, ces deux consciences sont totalement imbriquées les unes avec les autres. Elles fonctionnent en alchimie parfaite, et là, ce n'est pas le cas. Une façon de présenter ça, j'ai mis cette dissociation, disjonction dont je parle, comme des petites flèches vertes qui vont écarter ces deux formes de conscience qui d'habitude travaillent ensemble, et on va avoir un certain nombre de processus qui font que tout ça sert à un même but qui est la survie. Au début, alors c'est un peu technique parce que du coup j'ai dû chercher des mots pour rendre compte exactement de ce qui se passait. Euh, je parle d'un effroi de la disparition imminente. L'effroi parce que c'est un affect très particulier, c'est pas de la peur, c'est vraiment une surprise très importante à ce moment-là, qui nous est une surprise mortelle. Voilà, l'effroi, ça décrit ça. Ensuite, la disparition imminente, c'est parce que c'est pas tant la mort qui est perçue par les sujets qu'un danger de, de se couper soi-même de son fonctionnement habituel. Et notamment, ce modèle, il est censé aussi expliquer pourquoi quelqu'un qui fait de la méditation et qui rentre profondément dans un état de méditation, jusqu'au point de se dissocier et de faire une sorte de court-circuit du rapport corps-esprit, peut avoir l'impression de perdre son identité, de disparaître en lui, et à ce moment-là, déclencher une expérience de mort imminente. Donc c'est très étonnant, mais ça n'a pas besoin d'avoir un danger mortel extérieur, comme un truc qui vous tombe dessus, un éclair ou quoi que ce soit. Donc cet effroi de disparition imminente, c'est le game over dont je parlais, c'est le plus là qui va déclencher toute la réaction.
il va déclencher cette disjonction, et pour le coup, il va amener à ce que les deux consciences travaillent séparément pour le même but. Une partie de la conscience est vraiment focalisée sur le présent, sur le réel et sur l'action de survie qui permettra d'échapper à la menace. Et l'autre partie de la conscience, elle produit un scénario de survie en allant chercher euh, pourquoi je devrais vivre, donc une sorte d'incitation morale, mais aussi dans mes souvenirs, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me motiveraient à survivre, peut-être même qui m'aideraient à trouver comment survivre. Et aussi, ce scénario, c'est un scénario où on vous dit, c'est pas votre tour, c'est pas votre moment. Il y a des gens euh, qui comptent pour vous dans la vie, vous avez encore des choses à faire, et qui vous disent aussi, euh, voilà, ne panique pas, c'est ça la mort, c'est bien, etc. Donc il y a vraiment une sorte de... En tout cas, ça ne met pas de frein à l'action. On évacue tout ce qui pourrait parasiter, interférer avec l'action de survie. Et là, vous voyez, il y a un petit moins en bas de mon schéma. En fait, c'est un truc qu'on repère dans les témoignages qui correspond à une capitulation. Une capitulation où l'individu se dit, là, je n'ai plus aucune opportunité de me sauver, je peux rien faire. Et à ce moment-là, au niveau de la conscience, on voit que les gens basculent vraiment beaucoup plus sur l'aspect scénario de survie. Ils n'ont même quasiment plus conscience de la situation actuelle. Et ce scénario de survie va s'enrichir, se complexifier avec aller dans le paradis, rencontrer plein d'individus, avoir des conversations qui, pour certaines personnes, ils ont l'impression que ça dure 3 semaines, qui discutent avec un guide pendant 3 semaines, qui ont plein d'informations là-dessus, qui ont la connaissance de l'univers entier. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette capitulation est vraiment contextuelle, elle dépend du danger et elle dépend de la personne. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont capituler parce que ils sont en train de faire une crise cardiaque et on ne peut pas faire grand-chose quand on vit une crise cardiaque, alors qu'il y a des gens, ils vont pas capituler tout de suite parce qu'ils vont essayer plein de choses pour se sauver. Alors, j'ai dû parler de choses assez techniques et je vais donner du coup un exemple qui est celui de Ronald Burns, que je présente dans le livre Expérience de mort imminente. Et Ronald, il est sur sa moto et il roule beaucoup trop vite. Il est à 160 km/h sur une route nationale parce qu'il est 2 heures du matin et il est pressé de rentrer chez lui. Il n'a pas bu, tout va bien, sauf qu'à un moment, sa moto commence à faire un truc bizarre. Le guidon va à droite, puis à gauche, de façon très anarchique. C'est très incontrôlable. Et là, tout de suite, immédiatement, euh, il a cette idée en tête, et c'est fou parce que c'est exactement ces mots-là, il est un peu geek, il a les mots game over qui lui viennent à l'esprit. Et il se met à penser extrêmement rapidement et de façon très concrète de comment se sauver. Et donc, au ralenti au niveau de la perception, mais il va essayer de freiner avec le pied, freiner avec la main, etc., etc. Il n'y a rien qui marche, le véhicule reste incontrôlable. Donc là, il analyse la situation et il se dit que la meilleure manière de se sauver, c'est de sauter de la moto. Et il repasse en revue le fait il est acteur, il a appris à faire des cascades, puis il a fait du judo, il sait un peu comment sauter, puis dans son adolescence, il avait également fait des sauts de hauteur élevée, etc. Donc il y a tout ça qui arrive, et donc il commence à se positionner, à se reculer sur son véhicule, et à prendre son impulsion et à sauter, mais au ralenti, hein, tout ça. Euh, et là, au moment où il a commencé à son impulsion, il a une idée qui lui vient en tête, qui lui dit, mais non, c'est suicidaire. Et comme il se dit que c'est suicidaire, c'est comme s'il capitulait, il dit que c'est pas le bon plan en gros. Euh, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change. Ça se matérialise pour lui comme s'il recevait une baffe du vent, une gifle du vent, qui fait comme ça. Et alors qu'il a son casque, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, ça lui fait tourner la tête vers la gauche. Et quand il remet la tête droite, il voit que dans la route, au loin, il y a un panneau. Et en fait, il y a un panneau avec des panneaux derrière. Et il voit qu'il va rentrer dans ce panneau. Donc, il avance comme s'il allait rentrer dans ce panneau, mais en fait, ce panneau se décale pour se mettre à sa gauche. Très étrange. Et il voit que c'est comme un petit écran de cinéma.
Et il en voit défiler comme ça quelques-uns avant de comprendre que dans ces panneaux, il y a des souvenirs de sa vie. Et des souvenirs dans lesquels il peut retourner, revivre. Des souvenirs d'enfance, d'adolescence, des choses comme ça, vraiment très inutiles. Et il a l'impression de voir défiler des centaines, voire des milliers, voire des millions de souvenirs qui se présentent sous cette forme de panneau. Et à un moment, alors là, il comprend plus rien. Il se demande, mais qui m'envoie ça? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la Matrice? Est-ce que c'est Truman Show? Est-ce que, voilà, il est vraiment perdu. Il y a un des panneaux qui a l'air de rester un peu plus que les autres sur sa gauche. Et du coup, alors il le décrit comme ça, c'est comme s'il sortait de son corps pour rentrer dans ce panneau. Et à ce moment-là, il retourne dans un souvenir d'enfance, à un moment très précis de son enfance où il a 7 8 ans et il est dans la maison d'enfance, mais tout est réaliste. Ils disent c'est comme si il y avait un musée, quelqu'un avait recréé un musée de ma vie et je me promenais dans ce musée. Et dans ce musée, il va rencontrer un personnage. Il voit qu'il y a une personne dans une pièce, dans le salon. C'est un enfant et il comprend tout de suite que c'est lui cet enfant. Et cet enfant, il est trop proche de la télé comme d'habitude. Et là, il comprend qu'on est dimanche soir et que l'enfant attend de pouvoir regarder les Schtroumpfs. C'est très particulier ce que je raconte, hein. Mais il est belge, hein, donc voilà. Donc, il veut s'approcher de cet enfant et il se pose plein de questions. Il se dit, mais est-ce que quand j'étais enfant, je me suis souvenu que quelqu'un est venu me rendre visite? Voilà, il se dit, est-ce que cet enfant va se tourner vers moi d'un coup et me faire un jump scare, me faire très peur? Il s'en approche et au moment où il veut lui enlever la mèche qu'il a devant les cheveux pour voir son visage, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la télé se met comme si le volume était plus fort. Et là, c'est une émission de sécurité routière. Et il entend le gendarme, avec l'accent que je ne vais pas faire, dire, eh bien, en cas de guidonnage, accélérez. Et là, il dit, qu'il a la surprise de sa vie, qu'il marque sur son visage d'une façon grotesque, et il comprend tout de suite ce qu'il venait faire là. Il venait prendre cette information et il est réaspiré totalement au moment où il a reçu la gifle devant. C'est-à-dire qu'il se retrouve de nouveau sur sa moto. Pour lui, il s'est passé comme 2 minutes d'un hors-temps. Il se retrouve sur sa moto. Il est déjà les jambes complètement en l'air, mais heureusement, il a encore les mains sur le guidon. Et d'un certain effort, il va accélérer, ce qui n'était pas du tout ce à quoi il avait pensé. Mais effectivement, en accélérant, il permet de redresser la trajectoire de son véhicule. Et il s'aplatit, dit-il, comme une merde sur sa moto, mais il finit par reprendre le contrôle et ralentir très progressivement, et il finit par rentrer chez lui un peu la queue entre les jambes à 40 à l'heure. De tout ça, il reste très estomaqué, et son analyse, c'est que bah, à aucun moment il est mort, euh, et qu'il y a vraiment différentes phases dans son expérience. Il ne comprend pas du tout, ça l'a rendu de athée agnostique, parce qu'il s'imagine qu'il y a presque quelqu'un qui l'a guidé, qui l'a protégé. En même temps, ce qui l'a sauvé, c'est un souvenir d'enfance enregistré par inadvertance. Le mot même de guidonnage, il ne le connaissait pas, mais il a compris tout de suite que ça concernait ce mouvement chaotique du véhicule à très grande vitesse. Et donc voilà, c'est une expérience de mort imminente, même si effectivement c'est un peu riche, tous mes collègues ne s'accordent pas pour le nommer expérience de mort imminente, mais on est vraiment là-dessus. Et donc voilà comment je découpe finalement l'expérience de mort imminente selon le modèle que je défends de réaction à une menace mortelle. On a une conscience désincorporée qui va donner lieu à un certain nombre de processus psychiques qui sont vraiment comme une sorte de fuite de la situation. Et de l'autre côté, hein, je rentre pas dans le détail, c'est pas forcément important, on a une conscience hyper incorporée qui est euh, une réaction de se battre, de fight, flight and flight, in fight. Et donc là, il y a vraiment ces deux logiques à l'heure qui sont assez coordonnées, qui sont assez même convergentes, et pour le coup, l'expérience de mort imminente permet de se sauver la vie. Alors rapidement, parce que j'arrive déjà un peu au bout de mon temps, je vais te raconter une autre expérience comme ça. C'est une femme qui est au volant de son véhicule. C'est la nuit, c'est une route de montagne. Il y a beaucoup de trafic malgré tout. Et sa mère est sur sa droite, endormie sur le siège passager.
Et là, il y a une voiture qui arrive en face d'elle et qui essaie de doubler les autres voitures de la voie de gauche. Et du coup, qui l'éclaire avec ses phares. Enfin, elle est un peu éblouie pendant un moment et qui est en train de doubler comme ça alors qu'il n'y a pas vraiment l'espace. Donc, elle, ça l'oblige à se mettre sur sa droite et elle va être vraiment proche du fossé. Donc, elle a un peu peur, mais elle arrive à revenir sur la route en bonne et due forme. Donc, sa mère est un petit peu réveillée par le mouvement brusque du volant. Et il y a un moment comme ça d'inattention. Sauf que juste après ça, il y a un virage. Et Tania ne voit pas le virage et fonce à toute allure, tout droit, ben, dans la falaise, quoi. Et donc là, la voiture commence à s'élever et on arrive au moment de repérage de cette mort imminente. Et donc le temps s'arrête, se ralentit. Elle a une vision de la scène extrêmement complète. Elle peut voir au-delà du véhicule, les rochers, etc. Alors que c'est la nuit, mais elle a l'impression de les voir en pleine lumière. Elle peut voir les couleurs. Elle peut avoir également un son comme un d'abord de la musique, mais qui devient aussi des chœurs quasiment angéliques qu'elle entend et un certain nombre de pensées, d'idées qui la traversent. Et au ralenti, elle voit le véhicule se cogner et elle entend les os de sa mère qui craquent, ses propres os qui craquent, et en même temps que ça craque dans son corps, elle est extirpée de là comme par le dessus, comme par un ange, et elle entre dans une autre dimension angélique, et elle va aussi avoir une scène, je raccourcis, mais elle va avoir une scène où elle voit les gens qui entourent son corps dans un cercueil noir, qui ont tous l'air très tristes, alors que elle a envie de leur dire que c'est pas grave, et que elle est très bien là où elle est. Très bien. Tania me raconte ça. Et ensuite, elle me dit, et là, je me réveille dans mon lit. Je dis, comment ça, vous vous réveillez dans votre lit d'hôpital? Elle dit, non, non, je suis chez moi à la maison, c'est lundi matin, je dois aller au travail, mais je suis complètement bouleversée, en pleurs. Je viens de vivre un accident de voiture complet en rêve. Et vous voyez bien là que ça pose énormément de problèmes, parce que phénoménologiquement, c'est la même expérience que ce soit dans la réalité ou dans une situation purement imaginaire, et ça va avoir les mêmes conséquences. Elle bossait dans le business du luxe, elle va changer de carrière, je l'ai rencontrée parce qu'elle est thérapeute et qu'elle se forme à l'utilisation des trans, euh, et donc on a quelque chose de très fort, mais complètement induit par une expérience subjective. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions par rapport à tout ça. Oui, non, c'est super intéressant et oui, on se demande comment c'est possible tout ça. Vraiment, c'est étrange, c'est surnaturel, je ne sais pas comment dire. Et en même temps, on sait très bien que, enfin, visiblement, c'est pas que le cerveau, c'est autre chose. D'après ce que vous disiez en début de cours, quand le cerveau est HS, l'esprit est libéré. Donc, non, c'est incroyable. C'est Bah, justement, il y a ce côté où la science n'explique pas tout, ou même très peu de ces expériences. Vous avez parlé de surnaturel. Évidemment, il y a des gens qui vont prendre au pied de la lettre qu'elle a vraiment vu un ange, qu'elle a vraiment été au paradis, etc. Et on a cet aspect-là, c'est-à-dire cet inexpliqué, cet inconnu engendre un certain nombre de théories grandioses. Euh, pour le coup, je vais un petit peu moduler par rapport à ça, c'est que les scénarios de survie, les comment j'ai fait pour me sortir de la situation, qu'est-ce que j'ai croisé, le témoignage de Ronald, il n'y a pas vraiment de paradis, c'est un truc très inouï. Euh, je l'ai d'ailleurs demandé à 40 de mes collègues dans le monde entier s'ils avaient eu un témoignage similaire, ils m'ont dit que non. Voilà. Et donc, il y a une grande diversité, une grande variété de ces expériences liées aux individus, liées à leur culture. Il y a des traits culturels aussi qui peuvent ou pas ressortir. Et
on a une tendance, certains chercheurs ont tendance à regrouper des témoignages qui forcent un peu à rentrer dans les mêmes cases et qui le rendent très similaires. En réalité, on voit qu'il y a des aspects, en tout cas pour tout ce qui va être scénario de survie, le vécu subjectif des aspects mystiques, qui est plutôt personnel, idiosyncrasique. Euh, C'est-à-dire que si on voulait déterminer euh, la cartographie du paradis seulement à partir des récits de Hémi, C'est pas il possible. faudrait, en fait, il y a un paradis par personne. Ouais. Voilà. Et c'est là que euh, on ne sait pas ce qu'il voit. Et dans le modèle de Bergson, ce qu'ils voient, c'est tout aussi bien ce qu'ils auraient pu créer en rêve, au final. Il y a une productivité onirique, une fluidité, avec des éléments personnels. Ils vont retrouver des proches à eux, ils vont retrouver aussi des choses qui vont les guider sur euh, des évolutions de leur personnalité aussi, hein. Il y a un mélange avec des souvenirs. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'il y a des souvenirs de choses qu'on a déjà vécues et des souvenirs du futur. Ces souvenirs du futur, il y a deux niveaux. Il y a ce que je projetais d'être, c'est-à-dire, bon, bah, je dois donner un cours dans 3 jours, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, etc. Donc il y a des choses où les gens vont même se dire, tiens, qui va venir à mon enterrement? Et puis ils visualisent la scène de leur enterrement, Mm. etc. Mais c'est vraiment décalé dans le temps. Et certains de ces souvenirs posent un problème, je crois que ça s'appelle j'oublie toujours. Oui, le Peak of Darien, le pic de Darien. euh, Ils vont repérer des choses qui vont se réaliser véritablement Mm. plus tard. Par exemple, je découvre la fille que je vais avoir dans 8 ans. Voilà. C'est exactement la même personne. Ou alors, j'ai une information sur un, un frère ou une sœur qui serait morte, mort-né ou mort en couche, Mm. enfin, dont personne ne m'a jamais parlé. Donc, ils vont se dire qu'il y a des éléments qui leur sont transmis à ce moment-là, qui sont véridiques et qui viennent pour eux confirmer que ce qu'ils ont vécu est totalement réel. Mm. Et là, ça rajoute un niveau de mystère supplémentaire. Ah, oui, allez-y. Et par exemple, ce motard, donc lui, il a revécu donc un souvenir de son enfance. Mais est-ce que cette publicité, elle était réellement, elle faisait partie de son souvenir d'enfance ou est-ce elle a été, je sais pas, comme si elle avait été rajoutée? Parce qu'il regardait la télé, mais est-ce qu'il se souvient d'avoir vu cette pub quand il était enfant ou est-ce que c'est arrivé là, Alors, à bon escient? on n'a pas pu identifier. Alors, il se trouve que c'est pas une pub, c'est une émission de sécurité routière Hum, qui s'appelle Contact. Et les archives de l'émission Contact, elles sont un peu difficiles à trouver, dispersées, abîmées. Et donc, nous, on cherchait une émission dans un laps de temps. Si on hum. se dit, bon, on va commencer par ça en tout cas. S'il a 7 8 ans, on est dans ces années-là. Et donc, effectivement, par contre, on sait que le programme de la sécurité routière était juste avant celui des Schtroumpfs. Voilà. D'accord, ok. Mais on n'a pas retrouvé l'émission exacte. Et j'aimerais bien un jour avoir un épilogue de cette affaire où Hum. les mots exacts qui sont revenus dans ce souvenir Ouais, sont ouais. les mots exacts qui ont été prononcés à la fin de l'émission. Voilà. Hum, hum. Et est-ce que par exemple, les impressions d'avoir déjà vécu quelque chose, des fois, on est dans une situation et on se dit, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment présent. Est-ce que ça fait partie des mêmes processus hein, ou c'est encore autre chose? Hein? On ne peut pas vraiment les rapprocher. C'est un phénomène connexe. Il y a eu effectivement des interprétations paranormales sur le déjà vu aussi, comme si on avait par exemple eu un rêve prémonitoire, des Mhm. situations qu'on serait amené plus tard à vivre et que du coup on aurait un vague souvenir qui se corrèle à tout ça. Euh, mais il y a aussi des travaux neuroscientifiques et réductionnistes avec des études expérimentales qui montrent qu'en en fait, qu'est-ce qui caractérise un déjà-vu? C'est plus l'idée qu'une situation m'est familière alors qu'elle ne devrait pas l'être. Mhm. Et il se trouve qu'il y a des zones du cerveau qui créent cette impression de familiarité. Et du coup, quand on crée la familiarité inadaptée, alors que ça ne devrait pas l'être, en fait, on peut
dire que le déjà vu, c'est une combinaison de processus un peu erratiques, quoi. Voilà. Alors, je conclus par rapport à mon PowerPoint. Du coup, il y a ce modèle qui veut rendre compte, j'ai parlé de la disparition imminente, la disparition d'une limite subjective, et on parle également de dissolution des limites du moi. Chez Tania, c'est finalement ça, c'est pas tant une effraction du monde extérieur avec un danger réel qui s'impose à moi, que une limite interne qui est franchie, c'est-à-dire la mort vécue dans le rêve elle est peut-être perçue comme tout aussi réaliste qu'une mort concrète, puisque finalement, toutes nos perceptions sont des hallucinations. C'est des combinaisons entre ce que nos sens nous apportent et ce que notre cerveau traduit de ça. Et donc, le Pascal de Maléfant défend l'idée que il faut expliquer les expériences de mort imminente, mais aussi quand il y a des menaces du dedans, avec des situations, avec des états de conscience modifiés, qui confinent aux pertes des limites du moi et à la dissolution subjective, absence de conscience, comme dans le coma, etc. En gros, au tout début, j'ai dit Sam Parnia, qui est médecin, défend l'idée, les seules vraies expériences de mort imminente, ce sont celles où il y a une mort organique. Et en réalité, les études vont montrer que la phénoménologie est la même, que le danger soit organique ou pas du tout organique, réel ou pas, et les conséquences et répercussions sur les gens sont les mêmes. Du coup, je suis plutôt favorable à une sorte de continuum d'études de ces sujets. Et un des aspects très particuliers, c'est pour ça que j'ai parlé d'effroi, euh, c'est que c'est un type de menace mortelle qui vient par surprise. Quand vous risquez de mourir, mais que ça fait 6 mois qu'on vous dit que vous risquez de mourir de votre cancer, ou que c'est un truc que vous avez pu anticiper, vous n'avez pas du tout en fait le même type d'affect qui se produit. Freud va distinguer le Schreck, l'effroi, comme une confrontation imprévue à une situation dangereuse, et en fait on se rend compte que c'est cet aspect-là qui est déterminant. Mais du coup, ça pose beaucoup de problèmes parce que si on voulait reproduire en laboratoire une expérience de mort imminente, il faudrait tuer les gens sans les avoir prévenus qu'on allait le faire. Et donc là, il n'y a pas de comité d'éthique qui valide encore ce genre d'expérience. Mais ils ont essayé des trucs quand même. C'est-à-dire que par exemple, ils ont fait monter des gens au 10e étage d'un immeuble et ils leur ont dit de sauter dans le vide, en regardant une montre pour voir si, qui a fait un affichage digital pour voir si leur perception du temps changeait. Sauf que les gens, ils savaient qu'il y avait un filet en bas. Ils ont eu le temps de monter. Bien sûr, ça fait peur de se jeter dans le vide, mais ils savaient que c'était safe. Et il y a eu une autre recherche comme ça aussi aux États-Unis, où il y a des gens qui se font installer une sorte de pacemaker. Et donc, quand ils installent ça, il y a un moment, la technologie prend le relais du cœur. Et il peut y avoir un moment de flottement où les gens vont perdre conscience. Et donc, il y a toute une équipe médicale qui est autour, mais il y a une sorte d'arrêt cardiaque prévisible. Et donc, les chercheurs avaient même positionné des cibles dans la salle médicale pour que si les gens sortent de leur corps, ils puissent aller regarder des détails complètement incongrus auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. Et donc, il y a eu 80 patients qui ont fait cette procédure. Il y a eu zéro expérience de mort imminente. Techniquement, on aurait dû avoir 15 ou 20% des gens qui disaient ça. Il n'y en a pas. Et mon explication, c'est que ces chercheurs qui ont beau être spécialisés dans l'expérience de mort imminente n'ont toujours pas compris que s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de réaction. Donc ce n'est pas en soi la crise cardiaque, c'est la surprise plus ce que vous voulez qui entraîne la chose. Et ce qui est intéressant, moi je reste psychologue clinicien, c'est que, donc là je représente les différentes étapes, il va y avoir ces disjonctions qui font que ces deux consciences travaillent séparément, l'une vers l'action de survie, l'autre vers le scénario de survie, et à un moment, quand la menace est levée, et on l'a vu avec le soldat tout à l'heure, les deux consciences recommencent à bosser de façon symbiotique. Je parle vraiment d'une symbiose. Une symbiose, c'est par exemple une algue et un mycète, un champignon, qui trouvent une collaboration ensemble. Mais des fois, elles peuvent se séparer. Et puis, si l'écosystème les incite à rebosser ensemble, elles se remettent ensemble. Sauf que ce qu'on va voir, c'est que cette nouvelle jonction, cette nouvelle symbiose,
elle n'est pas tout à fait identique à ce qui s'est passé auparavant. Il peut y avoir des facultés différentes qui émergent, il peut y avoir un rapport au corps différent, et aussi des répercussions au niveau des valeurs, de la spiritualité, de la peur de la mort, et des conséquences qui sont aussi un peu désagréables, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'il y a 5 fois plus de gens qui ont des ruptures maritales après une expérience de mort imminente par rapport à tous les gens qui frôlent la mort mais sans EMI. Donc c'est vraiment un truc qui modifie les rapports aux autres, par exemple, beaucoup de gens vont démissionner, modifient leurs valeurs morales, leur rapport à l'écologie, etc. Donc c'est très intéressant d'aller chercher ça parce que finalement c'est du même calibre qu'une conversion mystique, par exemple. Sauf que là encore, ça n'a rien de systématique et vous allez avoir un tiers des individus qui ne changent pas. Voilà. Donc, qui vivent une expérience de mort imminente, mais qui sont quasiment les mêmes après. Parce que déjà, toutes les expériences ne sont pas identiques. Et puis, tous les individus n'ont pas le. Enfin, voilà, si déjà quelqu'un avait déjà des valeurs euh, très fortes, très morales, etc., il n'a peut-être pas beaucoup évolué. Ou alors, il peut avoir des résistances différentes. En tout cas, ça reste très personnel, mais c'est quand même quelque chose qui peut nécessiter un accompagnement par la suite. Voilà, je peux arrêter mon PowerPoint et puis prendre encore des questions ou des remarques si besoin par rapport à tout ça. Non, bah, les questions, je les ai posées au moment où je les avais et les remarques aussi. Non, moi, je trouve ça passionnant, vraiment. De toute façon, la psychologie, c'est passionnant. J'avais hésité, moi, au départ, quand j'ai repris mes études, entre psycho et théologie. Mais non, oui, c'est passionnant, c'est très complexe aussi. Et voilà, je n'ai pas plus à dire. Alors, il y a juste un auteur que je conseille dans le cadre de ce cours, je vais le mettre dans la conversation, c'est Jens Schlitter, parce que c'est un historien des religions qui bosse à Berne, en Suisse, et il a vraiment écrit un excellent livre, alors c'est en anglais, hein, mais il y a aussi des travaux en allemand, malheureusement, sur les expériences de mort imminente, où il va comparer ce qu'il appelle des métacultures, c'est-à-dire le regard que va poser, par exemple, les religions protestantes et chrétiennes sur ces expériences, le regard également des courants spiritualistes, ésotériques, occultistes, le regard que vont poser les scientifiques naturalistes, et comment à chaque fois on décrit, on sélectionne une partie de ces expériences pour les tirer dans un sens ou dans un autre, Mm. il y a beaucoup finalement de conflits culturels qui se jouent autour de ces expériences de mort imminente, qui ont pris le relais dans, à l'époque actuelle des questions en fait, d'eschatologie. Voilà. L'eschatologie finale, mais aussi l'eschatologie personnelle. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Eh ben, aujourd'hui, la représentation que les gens vont avoir, c'est le tunnel, la lumière, les Mm. anges. Et en réalité, ça, c'est une construction culturelle dont on peut tout à fait retracer les étapes. Mm. Mm. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre présence, Merci votre à vous. attention. Et puis, on se retrouve demain, et j'espère avec plus de vos collègues, Oui, pour la suite, on parlera de lucidité terminale. d'accord. Eh bien, Voilà. alors à demain. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci vous aussi.